L'histoire qui se passe en Angleterre, moi, mon album préféré reste Le Marquet Jaune. Je trouve que Jacobs a vraiment formidablement bien dessiné Londres dans tous ses aspects, y compris dans le brouillard, particulièrement dans le brouillard. Et ça me faisait envie, en fait, l'histoire. Alors évidemment, le problème aussi, c'est de pas trop marcher dans les pas de Jacobs. Jean Madame avait très justement analysé l'œuvre de Jacobs au moment de reprendre avec l'affaire Francis Bacon et avait repéré 3 grands axes dans cette œuvre, qui était l'axe de la science-fiction et du fantastique, l'axe du policier, polar, espionnage, et l'axe, on va dire, de la recherche archéologique, de la quête du mystique, du mystérieux. Bon. Et effectivement, Jacobs a exploré toutes ces facettes et de manière très heureuse à chaque fois, ce qui laisse au repreneur le choix de, à chaque album, prendre une de ces 3 voies possibles. La référence typiquement anglaise de la Marque Jaune, Londres, l'aventure purement britannique, on ne l'avait pas encore faite. Et c'était l'occasion de s'y plonger avec délice. André en avait très envie, était assez impatient. Et moi, je trouve que ouais, c'était un beau défi. Quand le scénario a été terminé avec Yves, on a été à Londres, puis à Oxford. À Londres, on a vu Park Lane, où il était situé là, il est toujours là d'ailleurs. On a été aussi à Scotland Yard, et puis à Oxford, on a visité la ville, on a été évidemment à Ashmolean Museum, avec nos promenades dans la ville, les endroits où on a déjeuné, dormi, tout ça, ça nous a servi pour faire une histoire qui se tient, quoi, que si les amateurs de Jacques Mortimer d'Oxford la lisent, je pense qu'en gros ils reconnaîtront pas lui. Et là j'aime bien m'appuyer sur la réalité. D'abord parce que je ne pense pas avoir suffisamment d'imagination pour inventer une ville. J'ai besoin d'avoir un fond documentaire pour me sentir libéré par rapport à la mise en scène. Mais c'est un peu comme au cinéma, pour certaines séquences, vous avez un plan qui est pris à tel endroit, et puis le contre-champ va être pris, je ne sais pas, à 200 km peut-être. Vous rentrez dans une maison, vous sortez de cette maison, vous avez l'air de ressortir de cette maison, et en fait, l'arrière de la maison est ailleurs. Et en fait, le lecteur ou le spectateur n'y voit que du feu. La première obligation qu'on s'impose nous-mêmes est celle du respect de l'œuvre originale. On a tous rêvé de trouver un album de plus après avoir lu tous les Tintins quand on était gamin. Maintenant qu'on peut le faire, cet album de plus, la moindre des choses, c'est de le faire tel qu'on aurait aimé le lire ou le découvrir, c'est-à-dire aussi bon, si possible, le plus près possible de la qualité de l'œuvre de base. Ça, c'est la base, on va dire. Et je crois que c'est impossible de faire une reprise de quelque série que ce soit si on n'est pas à l'origine un fan absolu de cette série. Après, il y a des codes, on va dire, plus techniques. Il faut du texte dans un Blake et Mortimer, sinon même on ouvre et avant même de commencer, on se dit il y a quelque chose qui... C'est pas du Blake et Mortimer. On est habitué à avoir des narratifs, du dialogue, bon, point trop m'en fous et j'essaye de me modérer. Mais disons que ça en tout cas, c'est pas l'aspect qui me fait peur, le texte, puisque j'aime bien écrire et que c'est une des rares ou des dernières séries qui justement offre 1 à 2 heures de lecture à l'intérieur d'un seul album.
Et ça plaît d'ailleurs, ça revient de manière assez récurrente au public. Le public attend ça aussi. Donc il faut une forme de densité sur le plan de la quantité d'informations reçues dans la lecture. Et en même temps, sur le plan visuel, il faut que les textes soient là, sinon c'est... La ligne claire, en fait, ce qui fait l'intérêt d'un dessin d'Hergé ou de Jacob, c'est la composition. C'est qu'en fait, la ligne claire, le dessin, le trait, détermine un certain nombre de surfaces. Donc, parce qu'on peut, le dessin, c'est un peu ça. Hein. Vous avez une feuille de papier blanc et vous allez, en traçant des lignes, déterminer un certain nombre de surfaces. Et ce qui fait qu'un dessin est bon par rapport à un autre, c'est l'harmonie qu'il y a entre ces différentes surfaces. Et dans Hergé, dans Jacobs, on est souvent époustouflé. Blake et Mortimer, pour rester attractif, attirant pour un lecteur de 2012, doit évidemment contenir certains petits ingrédients que Jacobs ne mettait pas dans les années 50 pour des raisons d'époque ou des raisons pragmatiques, des questions de contraintes, des questions de loi. La loi sur la censure, les lois de protection sur les publications de la jeunesse faisaient que dans les années 50, on avait peur de tout. N'oubliez pas que le piège diabolique était interdit 10 ans de vente en France parce que c'était une vision trop pessimiste du futur. Enfin bref, on était dans un cadre où Jacobs s'interdisait et s'auto-censurait en permanence sur un tas de sujets, d'où l'absence de femmes, alors que lui aurait bien aimé en mettre dans ses scénarios, l'absence de sujets polémiques, l'absence de trop de, comment dire, de psychologie dans les personnages. Il fallait que les personnages restent des héros parfaits, sans faille, qui n'ont commis aucune bavure dans leur vie, qui n'ont commis aucune erreur. Aujourd'hui, on peut respecter tous les codes de la série, mais en même temps la rendre plus acceptable par un public d'aujourd'hui en mettant des personnages féminins, en explorant le passé des personnages, donc en fouillant inévitablement leur psychologie, en leur prêtant des moments de leur vie où ils ont été faibles, où ils ont commis des erreurs. Dans Le Serment des 5 Lords, on découvre un Blake jeune qui a été amené à commettre une action qui l'a vraiment fait douter de son métier, de son pays. À cause de ça, il va quitter le service secret pendant un temps avant d'y revenir plus tard. Et tout ça leur donne une dimension psychologique plus forte, plus humaine, plus profonde. Et ça, c'est ce qui est notre peut-être marque de fabrique et notre empreinte 2012. Non, avant, j'étais toujours fourré en me disant comment il aurait dessiné ça dans ses albums, notamment les marques jaunes. Et maintenant, je me dis, je vais dessiner comme ça, bien, spontanément. Et je m'aperçois au bout du compte, les influences dont je parlais au début, elles sont là, quoi, elles sont très fortes. Parce que même en me posant plus ces questions, j'ai l'impression d'être dans l'esprit de ce que faisait Jacobs. Et c'est un peu ce que je recherche.